La dernière section porte sur l'unification des forces. Qu'est-ce qu'on veut dire par unification des forces? Dans le modèle standard, on se trouve à avoir trois forces différentes. Donc, faisons abstraction du mécanisme de Higgs et retournons à la version 1.0. On a trois groupes de jauges différents pour la QCD avec son groupe de jauge SU3, la théorie d'isospin faible avec le groupe de jauge SU2 et la théorie d'hypercharge faible avec le groupe de jauge U1. Donc ces trois groupes mènent à trois types d'interactions avec leurs champs de jauge propres qui sont au nombre de 12. Il y a 8 gluons, il y a 3 champs A associés aux 3 générateurs de SU2, donc pour l'isospin faible, et il y a un champ B pour l'hypercharge faible, ce qui fait 12. L'unification de ces forces, ce serait une théorie dans laquelle ces 3 groupes de jauge sont en fait considérés comme étant des sous-groupes d'un groupe plus grand, plus important, qui comporte à lui tout seul un ensemble de champs de jauge dont les champs connus dans la théorie SU3, SU2, SU1 sont en fait des héritiers, un sous-ensemble des champs de jauge. Donc il y aurait une seule constante de couplage pour ce groupe de jauge plus grand, appelons-le G, et la décomposition, ou si vous voulez la brisure de ce groupe en sous-groupe, serait le résultat d'une brisure spontanée de la symétrie qui serait présumément décrite de la même manière que le mécanisme de Higgs. Donc, quel serait l'avantage d'obtenir une telle théorie? Eh bien, bien sûr, il y a un avantage conceptuel de simplification. Peut-être que ça pourrait nous expliquer la quantification de la charge électrique, ou peut-être que ça pourrait expliquer le fait qu'il y ait 3 familles de particules élémentaires, ou encore nous donner des contraintes sur les paramètres du modèle standard. Donc, en fait, parmi ces questions qui sont dignes d'unification, donc revenons à ce qu'on vient de mentionner, il y a 3 familles de particules élémentaires. Comment sait-on qu'il n'y en a que 3? Parce que la particule Z se désintègre possiblement en une paire de neutrinos et d'antineutrinos. Elle se désintègre aussi en des paires de quarks-antiquarks, fermions-antifermions, mais aussi neutrinos-antineutrinos. Donc, s'il y avait une 4e famille, peut-être que les particules massives de cette famille seraient trop massives, justement, pour pouvoir participer à la désintégration du Z, c'est-à-dire que leur masse, le double de leur masse serait plus grand que la masse du Z. Par contre, il y aurait toujours des neutrinos dans cette 4e famille, et ces neutrinos seraient présumément de masse très faible ou quasi nulle, et eux pourraient participer à la désintégration du Z, donc augmenteraient le taux de désintégration, diminuerait la vie moyenne du Z. Or, la vie moyenne du Z est connue assez bien, elle est parfaitement en accord avec 3 familles, et ça pose des contraintes qui interdisent en fait l'existence d'une 4e famille. Donc on sait avec assez de certitude qu'il n'y a que 3 familles de particules élémentaires. Peut-être que dans une théorie supérieure, toutes ces familles ne formeraient qu'une seule famille. Une hypothèse. Pourquoi la charge électrique est-elle quantifiée? Ça, c'est une autre bonne question. Elle est quantifiée parce que les particules élémentaires ont des charges multiples de 1 tiers, si on veut, en fait 2 tiers moins 1 tiers plus 1, ainsi de suite. Le 1 tiers n'est pas très important, on pourrait par convention multiplier tout par 3, puis on aurait uniquement des entiers partout, et l'électron aurait une charge moins 3, le quark D aurait une charge moins 1, ainsi de suite. Mais par contre, ce sont des nombres rationnels, avec des rapports simples entre eux. Il s'agit de la charge électrique, on pourrait reporter le problème sur l'hypercharge faible, ce serait la même chose. Donc pourquoi est-ce que ces valeurs de charge sont-elles quantifiées? On peut faire une analogie avec l'effet Zeeman. Donc, dans l'effet Zeeman, on a un multiplet de spin, donc un atome. Prenons un atome qui possède un certain moment cinétique J. En l'absence de champ magnétique, quand on est dans une situation d'invariance par rotation, donc les 2 J plus 1 zeta de moments cinétiques qui correspondent à des valeurs différentes de m, le nombre quantique magnétique, ont tous la même énergie.
lorsqu'on applique un champ magnétique, ces états, ce qui est une brisure de la symétrie de rotation en fait, donc le champ magnétique va briser l'invariance par rotation en 3D, mais va préserver une invariance par rotation en 2 dimensions, donc la rotation par rapport à la direction du champ magnétique. Donc les 2J plus 1 zeta vont se séparer en énergie et produire 2J plus 1 zeta d'énergie différente. Et chacun des états, lorsqu'on applique une rotation autour de l'axe du champ magnétique, recevrait par des propriétés de transformation, si vous voulez, une phase E à la IM fois l'angle de rotation. Donc on aurait cette phase E à la IM phi, où phi est l'angle de rotation, M étant le nombre quantique magnétique, si vous voulez, la projection du moment magnétique sur l'axe des Z. Ce M est un entier ou un demi-entier, donc il est quantifié. Par contre, du strict point de vue de la rotation par rapport à un axe, donc qui est un groupe de rotation plus simple, qu'on appelle le groupe U1 ou le groupe SO2, si vous préférez, O2, eh bien, M n'a pas besoin d'être un entier ou un demi-entier, ça pourrait être un nombre quelconque, ça n'a pas d'importance. Parce qu'au fond, quand on fait une rotation complète, on n'a pas besoin de revenir exactement sur la même valeur de la phase. On est en mécanique quantique, c'est le module qui compte. Donc la seule explication pour laquelle les valeurs de M, dans ce cas-ci, sont entières ou demi-entières, c'est simplement parce que cette symétrie de rotation est héritée d'une symétrie plus grande, qui est une symétrie en 3D, dans laquelle, par la théorie du moment cinétique, forcément les valeurs de M sont entières et demi-entières. Donc il faut avoir recours à une symétrie plus grande pour expliquer la quantification précise des valeurs de M. Donc là se termine mon analogie avec l'effet Zeeman, mais peut-être que dans un groupe plus considérable, plus grand, eh bien la symétrie U1, qui est en rapport avec l'hypercharge faible, serait incluse de manière à ce que les valeurs de l'hypercharge faible soient précisément quantifiées, des valeurs précises, et non pas des valeurs qui, a priori, pourraient être quelconques. Donc c'est un avantage d'avoir une théorie unifiée. Dernier avantage, peut-être, ça nous expliquerait peut-être l'origine de certains des paramètres du modèle standard. Combien y a-t-il de paramètres ajustables dans le modèle standard? Eh bien, il y en a 17, si on les compte bien. Les masses des particules. Donc j'ai 6 masses pour les quarks, j'en ai 3 pour les leptons, ça fait 9. J'ai 3 constantes de couplage, ça fait 12. J'ai 4 paramètres indépendants de la matrice CKM, la matrice de Kobayashi, Maskawa, Kabibo. Donc ça fait 16. Et enfin, il y a la valeur du minimum du potentiel en chapeau mexicain là, qui régit le mécanisme de Higgs. Donc, cette valeur de V, c'est un paramètre supplémentaire. Donc, au total, j'ai 17 paramètres. Peut-être qu'on pourrait avoir des relations entre ces différents paramètres dans une théorie unifiée. Bon, qu'est-ce qui nous fait croire qu'une telle théorie existe? Il y a un indice important qui nous fait croire que ça existe. Chacune des 3 théories, SU3, SU2, U1, donc, présente ce phénomène de constante de couplage variable en fonction de l'échelle d'énergie qu'on a décrit à la fin du chapitre sur l'électrodynamique quantique et encore une fois à la fin du chapitre sur la chromodynamique quantique où on a cette liberté asymptotique, cette constante de couplage qui varie en fonction de l'échelle d'énergie de manière logarithmique. Eh bien, ce phénomène de liberté asymptotique, donc, qui s'applique à la QCD, s'applique aussi pour l'isospin faible. C'est une théorie non abélienne aussi. Quant à la théorie U1 pour l'hypercharge faible, elle suit le même patron que l'électrodynamique quantique, donc la constante de couplage est renforcée lorsqu'on augmente l'échelle d'énergie. Donc la relation qui généralement donne la variation de l'équivalent de la constante de structure fine, donc du carré de la constante de couplage, en fonction de l'énergie est la suivante. S, c'est une échelle d'énergie comme une variable de Mandelstam, comme une masse invariante au carré. S0, c'est une référence. Et j'ai ici donc la variation en fonction de S0. Donc j'ai la constante de couplage au carré AS0, AS, et la relation entre les deux est logarithmique. Bon. Il y a une constante B ici qui dit à quel point ça augmente vite ou ça diminue vite en fonction du log de l'énergie. Cette constante B est donnée par les relations qui sont ici, qui proviennent de la théorie des perturbations, avec des diagrammes à une boucle. Eh bien, pour la QCD, on a vu, cette constante B est fixée par ça ici, c'est 33 moins 4 fois
NG. NG, c'est le nombre de générations, le nombre de familles, donc, qui est 3, donc ça ferait 33 moins 12. Pour SU2, donc l'isospin faible, c'est 22 moins 4 Ng plus une demi, donc c'est un petit peu différent, un peu plus faible, parce qu'il y a moins de générateurs dans le groupe, c'est un peu normal. Et pour l'hypercharge faible, il n'y a pas de générateur, donc il n'y a pas d'interaction entre les champs de jauge, donc c'est simplement la contribution des fermions, moins 4 Ng. De sorte que pour U1, la constante de couplage va augmenter avec l'énergie, mais pour les deux autres, elle va diminuer avec l'énergie. Comment connaît-on ces constantes de couplage? Bien sûr, pour l'interaction électrofaible, on les connaît assez bien, comme on l'a vu dans les sections précédentes. Pour l'interaction forte, notre meilleure estimation de la constante alpha pour l'interaction forte, que j'appelle alpha 3, ici, parce que c'est SU3, provient d'une mesure de la désintégration du méson epsilon, qui se situe à une énergie non nulle, bien sûr, mais cette mesure nous donne à peu près cette valeur ici, 0,16, qui est quand même pas mal plus fort que pour l'interaction faible, comme on l'a vu. Et lorsqu'on met tout ça ensemble, la chose remarquable est la suivante. Donc là, je fais un graphique de l'inverse de ces différentes constantes en fonction du logarithme de l'échelle d'énergie. J'ai divisé par 12π. Et donc j'aurai ici des pentes de ces différentes droites qui sont données par justement la constante B. Eh bien, si on avait simplement deux interactions ici, on aurait deux droites de pentes différentes qui vont fatalement se croiser quelque part. Mais ayant trois interactions, la coïncidence qui se produit, c'est que ces trois droites se croisent à peu près au même point. Ce qui est en fait quelque chose qui n'est pas naturel. En fait, c'est signe qu'il y a quelque chose derrière ça qui est profond, parce qu'elles ne sont pas obligées de se croiser, a priori, au même point. Donc elles se croisent au même point, et ça, bien sûr, ça dépend beaucoup des valeurs qu'on connaît à une basse échelle d'énergie. Et ça dépend aussi de cette théorie, qui est une théorie des perturbations, une boucle, donc il y a peut-être des corrections, bien sûr, mais grosso modo, on a une échelle d'énergie qu'on appelle l'échelle de grande unification, à laquelle ces trois constantes se croisent pour donner une seule constante, et on présume qu'à cette échelle d'énergie, il y aurait un seul groupe de jauge, une théorie unifiée pour les trois, et qu'à cette échelle d'énergie se produirait une espèce de brisure de symétrie semblable au mécanisme de Higgs, donc on ne connaît pas les détails bien sûr. On peut estimer la valeur de cette échelle d'énergie. La masse de grande unification serait entre 2 et 8 par 10 à la 14 gigaélectronvolts, ce qui est énorme. C'est 10 ordres de grandeur, plus grand que l'énergie maximum obtenue dans le LHC par exemple. Donc c'est hors de portée de l'activité humaine, ça c'est clair. La fameuse constante alpha, donc à cette échelle, serait de 0,024, donc relativement petite. Bon, alors à quoi ressemblerait la théorie à cette échelle grande unifiée? Il y a eu plusieurs théories proposées dans les années 70, c'était l'âge d'or de la construction de ces théories. La plus célèbre d'entre elles et la plus simple, c'est la théorie basée sur le groupe SU5. Elle a été proposée par George et Glashow, je pense. Dans cette théorie, je n'irai pas dans les détails de la théorie des groupes, parce qu'on n'a pas parlé de la représentation des groupes et ainsi de suite, donc on ne peut pas se permettre d'aller là-dedans, mais l'important c'est que SU5 contient bien SU3, SU2 et U1 en tant que sous-groupe. On peut se figurer une matrice unitaire 5 par 5, la décomposer en deux blocs, 3 par 3 et 2 par 2, donc chacun des deux blocs pourrait faire une matrice SU3 et SU2, et on pourrait imaginer aussi un facteur de phase qui alterne entre les deux, donc même si la phase au total ou la matrice a un déterminant unité, elle pourrait avoir une phase d'une valeur dans le bloc SU3 et une valeur dans le bloc SU2 qui donnerait un U1 supplémentaire. Bref, aucun problème, on peut certainement faire rentrer SU3, SU2 et U1 dans les matrices SU5. Les matrices SU5 ont une dimension, c'est-à-dire le nombre de paramètres, est égal à 5 au carré moins 1. Ça veut dire 24. Il y aurait 24 bosons de jauge, donc 24 générateurs dans ce groupe, et donc 24 bosons de jauge différents. Combien a-t-on de bosons de jauge dans SU3? 8, ce sont les 8 gluons. Dans SU2, il y en a 3, les 3 champs A, A1, A2, A3. Dans U1, il y en a 1, le champ B, donc un total de 12. Donc de 12 à 24, donc on doublerait le nombre de
bosons de jauge. Les bosons de jauge manquants seraient donc très massifs. Ils auraient obtenu une masse énorme de l'ordre de 10 à la 14 GeV, suivant un mécanisme de Higgs à cette échelle. Comme les bosons W et Z ont reçu une masse par le mécanisme de Higgs que l'on connaît, à une échelle de 100 gigaelectronvolts à peu près, les autres bosons de jauge auraient des masses de l'ordre de 10 à la 14 gigaelectronvolts. Ces bosons de jauge supplémentaires, on les appelle X et Y plus ou moins. En fait, chacun d'entre eux est un doublet d'isospin faible et un triplet de couleur. Donc, ils sont au nombre de 6 pour X et 6 pour Y. Et ils ont des charges qui sont de 4 tiers et de 1 tiers respectivement, avec leurs antiparticules. Donc, ces bosons de jauge pourraient médier des interactions, bien sûr, qui sont inconnues dans le modèle standard. Par exemple, j'y vais pas trop dans le détail ici, mais on aurait par exemple un quark entrant et un antiquark sortant, okay, ce qui est possible dans cette théorie-là, parce que les quarks conjugués on joue un rôle particulier dans la représentation des particules. Et le boson X, lui, pourrait nous amener vers donc un quark D et un positron ici. Autrement dit, il y aurait, dans cette théorie, il n'y aurait pas de conservation du nombre de baryons ou de hadrons, en fait. En fait, les quarks pourraient changer de nombre et se convertir en leptons, ce qui est bien sûr impossible dans le modèle standard. Et en particulier, on aurait un processus important qui est la désintégration du proton, qui est illustré dans le diagramme ici. On aurait donc 2 U qui rentrent, et encore une fois, dans cette théorie, on peut avoir justement 2 U qui rentrent dans un vertex et qui donnent une particule X de charge 4 tiers. Cette particule X donnerait en désintégration donc le positron ici et un anti-D, comme ceci. Si on ajoute à cela un D qui serait un spectateur dans le processus, on aurait au départ UUD, c'est-à-dire un proton, et à la fin, on aurait un positron et, par exemple, un pion neutre pi0. Donc, c'est la désintégration du proton. Si on fait des calculs sommaires avec cette théorie, on obtient une vie moyenne théorique du proton qui est très incertaine, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'inconnus dans ce modèle, dans les constantes, les échelles, et ainsi de suite. Mais une vie moyenne qui, bon an, mal an, se situerait dans une fourchette assez large, entre 10 à la 28 et 10 à la 32 années. Alors, bien sûr, l'univers a une vie, a un âge de l'ordre de 10 à la 10 années, donc on parle ici d'une vie moyenne qui est extrêmement longue. Mais étant donné le très grand nombre de protons, même dans un détecteur normal, bien, une mole, c'est 10 à la 23, donc il serait immanquable qu'à un moment donné, un de ces protons devrait se désintégrer et qu'on devrait en détecter les produits. Donc des expériences ont été montées pour chercher les produits de désintégration du proton. Et malheureusement, donc, ces expériences nous disent que la vie moyenne du proton serait entre 10 à la 31 et 10 à la 33 années. Donc c'est un peu long par rapport à la théorie. La théorie très incertaine, l'expérience aussi, mais on pourrait dire que cette théorie SU5 est marginalement rejetée par les observations. Marginalement rejetée, donc c'est pas une certitude très grande, elle pourrait encore s'appliquer. Mais n'ayant pas d'autres signatures expérimentales de cette grande unification, c'est très difficile de progresser dans cette direction. D'autres théories unifiées ont été proposées dans les années 70, entre autres une théorie basée sur le groupe SO10. Donc ça, c'est l'ensemble des matrices orthogonales 10 par 10. Donc on a des groupes de plus en plus compliqués. Le groupe SO10, on peut montrer, contient aussi SU2, SU3 et U1 comme sous-groupe. Mais cette fois, SO10 comporte 45 générateurs différents. En fait, c'est 10 fois 10 moins 1 divisé par 2. 10 fois 9 divisé par 2, ça fait 45. Et donc, encore plus que le 24 de SU5. Donc, c'est une théorie plus complexe, en fait. Par contre, elle a l'avantage, et j'en dis pas tellement là-dessus, de proposer un mécanisme qu'on appelle en dents de scie, ou seesaw en anglais, un mécanisme qui permet d'expliquer la faible masse des neutrinos. Donc il y aurait dans ce mécanisme une compensation entre deux types de particules, une qui aurait une masse très élevée et une autre
qui auraient une masse en contrepartie très faible, et ces particules seraient les neutrinos. Donc c'est peut-être la seule explication qu'on a maintenant à peu près de la faible masse des neutrinos qui viennent d'une théorie dynamique. Mais par contre, on n'a aucune indication de la véracité de cette théorie par ailleurs, les mêmes problèmes se posent. Donc ces théories unifiées, elles ont été à la mode, elles sont encore le jouet des théoriciens des particules élémentaires, mais surtout dans un contexte de théories plus ambitieuses, parce que ces théories unifiées ne traitent absolument pas de la gravité. Il y a eu des tentatives d'unification avec la gravité dans les années 70 à l'aide de théories des champs ordinaires. Habituellement, donc c'est ce qu'on appelait la supergravité. Ces théories avait recours à une symétrie supplémentaire qu'on appelle la supersymétrie, dont je n'ai pas parlé, et qui est une symétrie entre bosons et fermions, qui stipule que pour chaque boson, il devrait y avoir un fermion de la même masse. Et cette supersymétrie est une des signatures de la physique au-delà du modèle standard, qui a été cherchée par le LHC, mais les résultats sont vraiment négatifs. Donc ce ne sont pas de très bons jours pour cette idée de supersymétrie. Bien sûr, on sait bien qu'il n'y a pas à notre échelle une symétrie entre bosons et fermions, parce que cette symétrie suppose que les deux particules bosons et fermions correspondant à la même masse, ça n'existe pas, mais présumément ça pouvait exister à une échelle d'énergie plus grande, et une brisure spontanée de la symétrie, qu'on ne connaît pas vraiment le mécanisme de le faire, mais pourrait expliquer les différences. Mais bref, la supersymétrie ne semble pas dans le décor maintenant. Donc les théories unifiées qui demeurent pour unifier toutes les interactions incluant la gravité sont principalement la théorie des cordes, qui, quoiqu'elle ait été inventée dans les années 70, a connu un renouveau dans les années 80, est un secteur important d'activité en physique théorique depuis ces années-là. Il y a eu aussi des progrès dans cette théorie dans les années 90, mais les choses évoluent très lentement. Il y a beaucoup de gens quand même qui travaillent là-dessus, mais pour un commentaire éditorial ici, ils finissent par vivre dans une espèce de bulle assez isolée des observations expérimentales, et donc ça prend une tangente physique mathématique, et quoi que ce soit certainement très intéressant en soi, c'est devenu plus une branche des mathématiques appliquées qu'une branche de la physique en relation avec les observations, malheureusement. Voilà, donc l'unification des forces est une question en suspens. La physique des particules est essentiellement limitée par les données expérimentales. La dernière grande découverte de la physique des particules expérimentale, c'est l'existence ou la confirmation de l'existence du boson de Higgs en 2012, et c'est déjà un pas majeur, mais les choses vont relativement lentement, donc on pourrait dire que l'avenir de cette discipline, du moins dans la direction de l'unification des forces, n'est pas très clair. Donc sur cette note un peu pessimiste, je vous remercie de votre patience tout au long de ce cours, et j'apprécierai bien sûr vos commentaires.